Proposition de corriger sur le thème de géographie en terminale S, l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Alors, pour cette composition, je voulais commencer par un petit rappel méthodologique qui fait suite aux copies que j'ai lues dans le paquet que je viens de corriger. Alors, premier rappel qui semble fondamental, un axe, c'est-à-dire une idée principale, un grand thème, égale une partie. Et on essaye de ne pas mélanger dans les parties. Ensuite, chaque grande partie est divisée en sous-parties. Et chaque sous-partie est l'expression d'une idée particulière, mais qui sont en lien les unes avec les autres. Par exemple, si vous êtes sur une composition sur acteurs et flux, les flux seront dans une première grande partie et vous allez distinguer les types de flux, les flux matériels et les flux immatériels qui feront l'objet de sous-parties. Et c'est comme ici où vous allez distinguer, par exemple, sur l'inégale intégration des territoires. Dans les territoires qui sont au cœur de la mondialisation, vous allez distinguer ceux qui sont vraiment au cœur, c'est-à-dire les aires de puissance des pays développés industrialisés et les aires de puissance plus récentes, dans un deuxième temps, qui sont plutôt les pays émergents. Dans chaque sous-partie, la première phrase commence par annoncer de quoi vous allez parler, puis reste sur le même sujet en donnant des exemples précis. On ne reste pas vague, certains pays, quelques pays, les pays frontaliers, on cite. Vous devez citer. Alors voilà pour les remarques d'ordre général. Toute composition commence par l'analyse du sujet. L'analyse du sujet, ici, c'est l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Ce qui paraît être le plus important dans ce sujet-là, c'est bien entendu le terme mondialisation, puisque vous êtes sur un chapitre général qui s'intitule la mondialisation. Donc vous devez être parfaitement capable de définir cette notion qui est une notion fondamentale, même si ça se construit tout au long de l'année. Alors donc ici je l'ai mis un petit peu en raccourci, processus qui met en relation les territoires à toutes les échelles. Vous devez être vraiment capable de l'expliciter ensuite. Le deuxième terme qui paraît important, ce sont les territoires. Donc de quoi parle-t-on? Donc les différents États ou parties d'États à l'échelle mondiale. Donc les territoires, c'est ça. On peut les considérer comme des acteurs, mais dans ce sujet-là, ils sont vraiment des territoires. Et puis enfin, l'inégale intégration de ces territoires, c'est-à-dire expliquer, être capable de trouver un synonyme. Tous les territoires ne sont pas dans une relation forte avec les autres, ce qui permet de dire qu'il y a une hiérarchisation qui se met en place, qui va hiérarchiser les territoires et qui va les sélectionner. Donc le sujet propose bien de montrer que vous avez compris que tous les territoires ne sont pas intégrés de la même manière dans les flux, dans les échanges, et que cela est souvent lié à leur niveau de développement. Deuxième temps, après l'analyse du sujet, pensez à lister les notions clés et le vocabulaire incontournable. Donc je n'invente rien, je reprends tout simplement ce que vous avez étudié souvent dans vos cours, les aires de puissance, les mégalopoles, les villes mondiales, les CBD ou centres des affaires, les pays pétroliers, les pays les moins avancés, les pays ateliers, les marges et l'enclavement. Ici, on pourrait augmenter cette liste-là, c'est possible. Ce qui peut être intéressant, c'est sur le brouillon, rapidement mettre tous les termes qui vous semblent avoir un rapport avec le sujet, afin de n'en oublier aucun. Et au fur et à mesure que vous les avez employés, vous les rayez, ce qui vous permettra de voir à la fin ce que vous avez oublié. Dans un troisième temps, vous allez commencer à réfléchir à un plan, et comme nous sommes en géographie, vous allez faire un plan par échelle. Alors celui-ci est assez classique. On commence en général par les espaces moteurs, par les espaces qui sont au cœur de la mondialisation, ceux qui impulsent la mondialisation depuis, on va dire, le XXe siècle et qui l'ont accéléré depuis la fin du XXe siècle. Dans un deuxième temps, les espaces périphériques, c'est-à-dire les espaces qui aujourd'hui sont dans la mondialisation, mais ne sont pas encore des éléments, des États qui sont au cœur de cette mondialisation et qui impulsent. Et puis enfin, dans un troisième temps, les pays qui sont les marges, ce que l'on appelle les marges. Pensez à vous référer au croquis que vous avez réalisé en classe, qui en général a repris ce plan-là. Donc, lorsque vous révisez un croquis,
pensez que ça peut être aussi un thème de composition. C'est la même chose pour l'autre croquis de ce chapitre, hein, celui sur les pôles et les flux. Donc je vous l'ai remis, vous prendrez le temps de le regarder un peu plus tranquillement. De toute manière, vous l'avez dans votre manuel et vous l'avez dans votre cahier. Donc vous avez bien entendu la légende qui est fondamentale. Une fois que vous avez compris la légende, vous voyez bien que cela retrace exactement ce que je vous ai proposé préalablement. Les territoires les plus développés sont aussi les plus intégrés. Un certain nombre de pays en développement les rejoint, mais des espaces marginaux. Et là, vous avez la subdivision avec l'intérieur, toutes les données que vous allez devoir reporter dans votre composition. Donc première partie des espaces très intégrés à la mondialisation. On commence par les espaces les plus intégrés, la domination des aires de puissance, ce que l'on a longtemps appelé la triade, mais aujourd'hui vous savez que ce terme est devenu obsolète et que l'on parle plutôt d'aires de puissance, et on peut, pour les distinguer des autres, des aires de puissance anciennes, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale. Pourquoi ces territoires sont-ils des espaces très intégrés à la mondialisation? Parce que actuellement, ils concentrent tous les flux les plus importants, que ce soit des flux de produits manufacturés, que ce soit des flux invisibles, donc c'est-à-dire des flux immatériels, de capitaux, de communication ou d'idées, ou que ce soit des flux humains. Ce sont les centres d'impulsion et de commandement de la planète. Sur ces territoires, on trouve la majorité des sièges sociaux des entreprises et notamment des plus grandes firmes transnationales. Ils concentrent également le pouvoir politique à l'échelle mondiale, hein, c'est-à-dire le pouvoir politique qui peut exercer une gouvernance à l'échelle mondiale, comme pourquoi pas le siège de l'ONU ou les grandes institutions comme l'OTAN. Le pouvoir économique, bien sûr, et puis le pouvoir culturel. C'est une zone qui produit 60% des richesses de la planète et ce sont les principaux foyers de consommation. Là, j'ai écrit principal foyer de consommation pour considérer que c'est un seul espace, mais évidemment, il est subdivisé. Ensuite, il faut noter que dans ces pôles, ils sont à plusieurs échelles. Ici, vous avez donné des généralités sur l'ère de puissance. Et donc, il va falloir que vous décryptiez un petit peu ce que c'est que l'ère de puissance, comment elle est composée. Elle est composée de 3 mégalopoles mondiales, la mégalopole américaine, la mégalopole européenne et l'archipel mégapolitain asiatique. Dans cette ère-là, vous avez la présence des villes mondiales. Vous vous référez à votre croquis, vous allez les retrouver rapidement avec les 4 villes mondiales principales que sont New York, Tokyo, Paris et Londres, et puis des villes mondiales en construction avec notamment Shanghai, on peut avoir Mumbai également ou Sao Paulo. Ensuite, à l'intérieur de ces villes mondiales, vous avez les CBD, les Central Business District, qui concentrent les pouvoirs. Je ne donnerai qu'un seul exemple ici, Manhattan. Et puis les interfaces maritimes majeures, puisque le sujet précisait tout de même qu'il fallait s'intéresser aux espaces maritimes compris. Donc les interfaces maritimes vous permettaient de développer l'importance des façades portuaires pour ces pays qui sont au cœur de la mondialisation. Une petite transition. Donc la mondialisation, c'est pour aller de la première partie à la deuxième partie. Donc apparition de centres, des territoires dominants qui mettent en place des relations asymétriques avec les autres territoires. Deuxième partie, des périphéries intégrées à la mondialisation. Donc en premier lieu, les pays émergents, ce que l'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Mais ce sont les principaux, mais il y en a aussi d'autres. Je vous réfère à nouveau au croquis, avec le Mexique par exemple ou l'Argentine. Ce sont dans ces pays émergents des puissances économiques majeures comme la Chine ou l'Inde. La Chine aujourd'hui est le deuxième PIB mondial. Mais ce qui fait qu'ils ne sont pas des aires de puissance majeure, c'est qu'ils conservent des fragilités d'ordre politique. Ce sont rarement des démocraties, bon, à part l'Inde qui est la plus grande démocratie du monde, mais on a souvent des systèmes politiques instables, voire des dictatures. Des inégalités socio-spatiales importantes ou sociales, avec des différences entre les populations urbaines et les populations rurales, et puis des problèmes environnementaux, par exemple, de fortes émissions de CO2, des industries vieillissantes, des problèmes de gestion de l'eau. Globalement, ces territoires-là, on peut dire que l'ensemble des territoires n'est pas concerné par le développement. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours des pays émergents.
Deuxième type de pays, vous avez les pays pétroliers. Ils disposent d'une ressource vitale pour l'économie mondiale qui met ces pays producteurs au cœur des flux de la mondialisation. Je vous renvoie également au croquis pour donner des exemples précis. Mais il est vrai que si déjà vous commencez à parler du Moyen-Orient et d'un pays comme l'Arabie Saoudite, ça vous donnera votre exemple. Ensuite, des territoires un petit peu plus localisés qui sont aussi insérés dans la mondialisation par rapport aux services qu'ils peuvent apporter, comme les paradis fiscaux. Transition, donc des périphéries intégrées qui sont des territoires qui disposent d'atouts pour s'intégrer à la mondialisation, mais donc qui ne concernent pas toute la population et l'ensemble des territoires en tant qu'État, c'est pour ça que j'ai mis territoire étatique, pour bien le rappeler. Troisième partie, des territoires en marge de la mondialisation. Alors des États qui sont en retard de développement, que l'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, qui ont peu de ressources ou qui sont mal exploitées. Alors par mal exploitées, on peut aussi dire que les ressources sont parfois aussi exploitées par des puissances étrangères, notamment des pays du Nord, et que cela rapporte trop peu aux pays en tant que tels, et que ça rapporte essentiellement aux firmes transnationales qui les exploitent. Des difficultés politiques importantes, des dictatures, des pays en guerre, des pays qui sont caractérisés globalement par un faible IDH. Je vous rappelle que l'IDH prend en compte le produit intérieur brut, l'espérance de vie et l'alphabétisation des populations, et des pays qui peuvent être enclavés. Idem, je vous réfère à nouveau à votre croquis pour trouver des pays qui sont enclavés. Ils ne le sont pas forcément tous. La Birmanie, par exemple, est un territoire qui a une façade maritime, mais qui est un pays qui, pour l'instant, connaît des niveaux de développement très peu élevés, notamment par rapport aux points qui sont soulevés préalablement. Ensuite, vous avez à une autre échelle, pas simplement un État complet, mais des régions, des espaces marginalisés. Là, je vous renvoie au croquis dans le manuel Hachette de géographie en terminale S, où l'ensemble des territoires ne sont pas représentés dans les espaces marginalisés. Vous pouvez avoir des espaces ruraux naturels qui sont peu accessibles, comme la forêt amazonienne, même si elle n'est pas complètement en dehors de la mondialisation, il y a des points, mais globalement ce sont des zones peu accessibles, ou des espaces ruraux d'Afrique subsaharienne. Des espaces industriels en déclin de grandes villes du Nord, alors on peut voir par exemple, c'est représentatif du centre-ville de la ville de Détroit, on a un autre exemple avec la ville de Leipzig, où il y a certains quartiers en Allemagne, où il y a certains quartiers qui sont un petit peu en déclin. Et puis les quartiers défavorisés des grandes villes du Sud, comme à Sao Paulo, on prend un exemple brésilien pour vous rappeler l'exemple des favelas. Donc dans des villes extrêmement développées, vous avez des quartiers qui vivent la grande pauvreté. J'arrive enfin à l'introduction, parce que l'introduction, il est souvent difficile de la rédiger de manière première, puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi on va parler. Donc il est plus pertinent de rédiger votre plan et votre brouillon avant de vous attaquer à l'introduction. Donc une accroche autour toujours de la notion centrale, ici de la mondialisation, ne l'oubliez pas. Dans les 3 dissertations qui sont proposées sur ce thème-là, commencez par la mondialisation en faisant un petit rappel sur le fait que c'est un phénomène ancien mais qui s'est accéléré depuis les années 80. Puis dans un deuxième temps, vous allez définir la mondialisation, c'est-à-dire la mise en relation des espaces, donc vous revenez à l'analyse du sujet. Vous allez définir de quel territoire il s'agit, les territoires très intégrés, c'est-à-dire les territoires qui sont au cœur de la mondialisation, les territoires des aires de puissance, les aires de puissance émergentes, et puis les territoires qui sont en marge. Et puis souligner peut-être dans ce sujet qu'aujourd'hui, eh bien, si on a abandonné le terme de triade, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les aires de puissance se multiplient, on va plutôt vers une multipolarité du monde. Et puis enfin, poser la problématique. Là, vous restez très proche du sujet. Comment la mondialisation hiérarchise-t-elle les territoires? C'est la problématique généralement du cours. Et puis en dernier lieu, vous annoncez votre plan. Pour la conclusion, en 2 temps, réponse à la problématique et une ouverture qui n'est pas de la prospective, qui n'est pas de l'invention, mais qui va parler de quelque chose de concret, des inégalités socio-spatiales qui peuvent entraîner de la contestation pour réclamer une meilleure répartition des richesses.